Introduction. Libérez votre génie et réveillez votre créativité. Alors, qui n'a jamais rêvé de devenir un génie comme Pablo Picasso, Galilée ou Marie Curie ? Mais est-ce que le génie est vraiment réservé à seulement quelques privilégiés ? Ozan Varol, dans son livre Awaken Your Genius, nous rappelle une vérité qui est puissante. Chacun de nous est né avec une capacité unique, un génie à l'état brut. La vraie question, c'est est-ce qu'on s'autorise à l'exprimer ou non ? Le problème, c'est que en grandissant, on se retrouve pris dans les échafaudages du va-et-vient, de la vie, de l'école, du travail, de la société, de la famille. Et à force de suivre ces règles, ces normes et les attentes qui en découlent, on finit par oublier qui on est vraiment et ce qu'on veut vraiment faire de notre vie. Et au fil des années, notre chemin devient de plus en plus étroit. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour tout changer. Ce livre, il va nous montrer comment nous débarrasser de nos habitudes qui bloquent notre créativité, comment nous réinventer et comment réécrire notre histoire. Parce qu'au fond, comme le dit Ozan, on est tous des génies. Merci pour cette introduction et c'est vrai que dès le premier chapitre, on va voir assez précisément pourquoi se conformer, c'est l'un des plus grands obstacles à notre génie intérieur et surtout comment on pourrait commencer à se libérer du conformisme. Chapitre 1. Nous sommes tous des génies. Il suffit de s'en souvenir. Alors, pourquoi est-ce qu'on perd cette créativité innée en grandissant ? Est-ce que quelque chose change au fil des années ? Oui, d'une certaine manière. On peut prendre l'exemple de Gordon MacKenzie, un artiste de chez Hallmark. Quand il visitait les écoles, il demandait aux élèves combien d'entre eux se considéraient comme des artistes. En classe de CP, presque tous levaient la main avec beaucoup d'enthousiasme. Mais en 6e déjà, à peine 1 ou 2 élèves osaient encore se qualifier d'artistes. Pourquoi ? Parce que petit à petit, en grandissant, on commence à se conformer. L'éducation qu'on a à l'école, simplement, les attentes des parents, les attentes des amis et de la société en général, tout ça, ça nous pousse à mettre de côté ce qui fait notre unicité, à enfouir notre génie, finalement, sous des couches de conventions et de doutes. Mais si on le perd, est-ce que c'est vraiment possible de retrouver ce génie qu'on a perdu ? Ou est-ce que c'est trop tard une fois qu'on a grandi ? Ce qu'on apprend dans ce chapitre, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Ozan Varol explique qu'éveiller notre génie, ça nécessite juste un voyage intérieur. C'est pas simple, ça demande de la réflexion, du lâcher-prise, de tout ce qu'on a appris et surtout l'abandon des attentes extérieures. Mais une fois qu'on a commencé le chemin, on peut retrouver cette partie unique de nous-mêmes. Et dans ce snap, on va explorer les 5 étapes essentielles pour y parvenir. La première étape, elle s'appelle la mort. Pas dans le sens littéral évidemment, c'est une métaphore pour apprendre à nous débarrasser de ce qui ne nous sert plus. Ça peut être difficile parce qu'on est probablement attaché à des anciennes parties de notre identité. Ok, la première partie c'est la mort et qu'est-ce qui vient après ? C'est là que vient la deuxième partie, c'est la naissance d'un nouveau toi. On va explorer comment raviver la créativité et réveiller notre énergie intérieure. Ensuite, les étapes suivantes, elles vont nous aider à ajuster cette nouvelle version de nous-mêmes au monde qui nous entoure, jusqu'à atteindre la transformation finale. Dans le prochain chapitre, on va plonger dans la première étape, comment identifier et laisser partir les choses qui nous empêchent d'avancer. Ok, donc on a vu qu'il n'était jamais trop tard pour retrouver notre génie intérieur. Il faut juste se demander qu'est-ce qu'on a perdu et aussi par où commencer notre voyage intérieur. J'ai hâte de voir la première étape dans le prochain chapitre. Chapitre 2, la mort. Se débarrasser de ce qui ne nous sert plus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette mort et qu'est-ce qu'elle symbolise vraiment ? Pourquoi est-ce que c'est essentiel pour réveiller notre génie ? Cette mort, ce qu'on appelle la mort, c'est la première étape pour éveiller notre génie. C'est une métaphore puissante qui signifie laisser tomber tout ce qui ne nous correspond plus. Pour comprendre, il faut prendre l'exemple de Gillian Lynne, un célèbre chorégraphe de Cats et aussi du Fantôme de l'Opéra. Petite, elle était considérée comme une enfant à problème, une mauvaise élève. Sa mère, elle était désemparée, elle l'a emmenée voir un médecin,
Et pendant la consultation, le docteur a remarqué que Gillian réagissait instinctivement à la musique. Son diagnostic au médecin, c'est de la mettre en cours de danse. Et finalement, Gillian a trouvé sa voie et a libéré tout son génie. D'accord, mais beaucoup d'entre nous sont coincés dans des systèmes qui ne conviennent pas vraiment au final. Comment est-ce qu'on peut identifier ce qui ne nous correspond plus? Comment est-ce qu'on peut faire ce diagnostic? Et bien pour commencer, il faut regarder honnêtement ce qu'on a fait par habitude ou parce que d'autres l'attendent de nous. Peut-être qu'on excelle en biologie par exemple, mais qu'au moment d'intégrer une école de médecine, on se rend compte que cette voie, elle nous enthousiasme pas tant que ça. C'est dur parce que ça veut dire abandonner une identité que tu as bâtie, parfois pendant plusieurs années. Mais tu dois toujours te rappeler une chose qui est essentielle, c'est que tu n'es pas ton identité actuelle. Tu es bien plus vaste que ce que tu te racontes à toi-même. Mais si on se débarrasse de tout ce qui ne nous sert plus, comment est-ce qu'on peut gérer l'incertitude qui va forcément en découler? Comment est-ce qu'on peut se débarrasser de toute notre identité pour devenir une nouvelle personne? Eh bien, l'incertitude, ça fait peur évidemment, mais c'est aussi là que réside la liberté. Quand tu rejettes l'idée que tu dois toujours être conforme aux attentes d'un groupe ou suivre une seule trajectoire, d'un seul coup, tu vas ouvrir un espace où ton génie peut s'exprimer. C'est aussi apprendre à ne pas se disperser avec les distractions constantes, comme les réseaux sociaux, qui sont un fléau actuellement, ou l'actualité 24 heures sur 24. Une fois que tu as créé cet espace en toi, tu peux t'asseoir, tu peux respirer, et tu peux attendre d'être prêt à renaître. Ok, je vois, c'est une belle image, cette idée de mort et de renaissance, mais qu'est-ce qu'on va voir dans le prochain chapitre du coup? Eh bien, comme on avait prévu, dans le prochain chapitre, on va plonger dans la deuxième étape, après la mort, c'est la naissance d'un nouveau toi. On va explorer comment raviver notre créativité et réveiller l'énergie qui sommeille en nous. Ok, super, donc ici on a vu que éveiller notre génie, ça commence par se libérer des choses qui nous retiennent, même si ça peut être inconfortable de s'en débarrasser. J'ai hâte de découvrir qu'est-ce que cette renaissance nous réserve dans le chapitre suivant. Chapitre 3, la renaissance. Identifier ces blocs de construction et se reconstruire différemment. Alors une fois qu'on a laissé derrière soi ce qui ne nous sert plus, comment est-ce qu'on peut se reconstruire sur des bases saines et nouvelles? Eh bien, la première étape, c'est de découvrir nos blocs de construction. Pour ça, il faut identifier nos talents et nos compétences, même ceux qu'on considère comme banals ou qu'on a ignorés jusqu'à maintenant. Un exemple parfait, c'est YouTube. Au départ, c'était juste une plateforme qui était censée être un site de rencontre pour publier des vidéos. Ça n'a pas marché, mais les ingénieurs qui l'ont créé ont utilisé les bases de leur projet pour développer quelque chose de totalement différent. Et aujourd'hui, YouTube, c'est une révolution mondiale. Nos blocs de construction peuvent être tout aussi simples ou invisibles à nos yeux. Peut-être que tu penses qu'un trait de caractère étrange qui t'appartient, c'est un défaut, alors qu'en fait, c'est une superpuissance. Mais est-ce qu'il faut forcément choisir une seule voie ou un seul aspect de nous-mêmes? Pas du tout. Tu peux être un athlète qui écrit des livres, un musicien qui pratique le droit ou un chef cuisinier qui grimpe des montagnes. Découvre et combine toutes les multiples facettes de qui tu es. Pendant ce processus de renaissance, pose-toi des questions comme « Qu'est-ce qui me donne vraiment de l'énergie dans la vie? Qu'est-ce qui me draine ?» En explorant les réponses, tu peux commencer à créer une version de toi-même plus authentique et plus excitante. Une autre clé, c'est de ne pas chercher de validation externe. Regarde Jason Alexander, qui a été nommé 8 fois aux Emmy Awards pour son rôle dans Seinfeld, sans jamais gagner une seule fois. Ou Isaac Asimov, qui a écrit 262 livres, mais qui n'a jamais été sur la liste des best-sellers du New York Times. Si ces gens avaient laissé les récompenses définir leur valeur, ils n'auraient jamais produit autant de beauté et d'œuvres d'art avec toute la créativité qu'ils ont naturellement. Donc il faudrait se concentrer sur ce qui nous fait vraiment vibrer, sans attendre forcément l'approbation des autres. C'est ça, et c'est même très important. Et pour t'aider, il faudrait que tu t'entoures de personnes qui font ce que tu aimerais faire. Il faut que tu explores leur monde, il faut que tu apprennes de leur parcours et il faut que tu expérimentes par toi-même. C'est en embrassant pleinement cette phase d'expérimentation que tu vas découvrir des nouvelles façons d'être et des nouvelles façons de créer.
Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on va explorer du coup dans le prochain chapitre? Eh ben, dans le prochain chapitre, on va parler de raviver la créativité intérieure et d'alimenter cette nouvelle énergie pour la projeter dans le monde. C'est là que notre génie commence à vraiment briller. Ok, donc ici on a vu que la renaissance passe par l'identification de nos talents uniques et par l'exploration de multifacettes de nous-mêmes. J'ai hâte de découvrir comment nourrir cette nouvelle énergie dans le prochain chapitre. Chapitre 4, le voyage intérieur. Libérer la personne joueuse, créative et sage qui est en nous. Alors comment est-ce qu'on se reconnecte avec cette partie de nous-mêmes, souvent très enfouie sous les pressions du quotidien et de notre entourage? Eh ben, le premier pas, c'est d'arrêter de surcharger notre esprit avec des idées et des opinions qui viennent d'autres personnes. Un bon début, c'est de ne pas utiliser Google systématiquement, par exemple. Au lieu de ça, garde un document ouvert sur ton ordinateur et tu vas y noter toutes tes idées quand elles te viennent. Fais confiance à ton instinct, connecte-toi avec plusieurs personnes, plusieurs avis différents et surtout, accorde-toi des moments de calme, comme par exemple en allant marcher, sans pression extérieure et sans distraction. Donc essayer de plus penser par soi-même, c'est ça? Mais en fait, j'ai l'impression que parfois notre propre esprit va nous jouer des tours. Comment il faut faire pour ignorer notre voix intérieure qui critique nos idées en même temps? Alors, pour cette voix intérieure qui critique les idées, ce qu'elle aime bien faire, c'est pointer les incohérences et nous dire que notre idée, elle est pas raisonnable. Mais c'est justement le but. Une nouvelle idée, une idée qui n'existe pas encore, elle est déraisonnable. Alors oui, elle peut sembler farfelue, mais il faut ignorer cette voix. Une étude de Stanford a montré que des personnes qui marchaient sur un tapis de course avaient des résultats beaucoup plus créatifs que les personnes qui restaient assises. L'action, même physique dans ce cas-là, favorise la créativité. Un autre moteur de créativité, c'est le jeu. Par exemple, Darwin lisait des livres sur la géologie juste pour le plaisir, à côté de ses créations. Ou regarde des créateurs de The Office. Quand ils se sentaient bloqués, ils ont écrit un épisode sur complètement autre chose. Finalement, être libre avec nos idées et jouer avec ces idées sans aucune pression, c'est un des moyens très puissants pour libérer toute notre créativité. Ok, donc jouer, marcher, s'entourer de beaucoup de diversité, mais qu'est-ce qu'il en est de l'environnement de travail? Comment est-ce qu'on peut le rendre plus propice pour notre créativité? Eh ben, un bon exemple vient du fabricant brésilien Braslita. Il n'y a pas de hiérarchie fixe dans cette compagnie. Chaque employé est vu comme un inventeur indépendant. C'est radical, mais ça montre qu'en cassant les codes habituels, comme transformer une réunion en atelier collaboratif ou en un laboratoire d'idées, on peut inspirer ce qu'on appelle des percées créatives. Et comment alors est-ce qu'on peut surmonter cette peur du jugement quand on essaye quelque chose qui est complètement nouveau? Eh ben, il faut se rappeler que les gens qui critiquent, c'est souvent les gens qui sont les plus inactifs, c'est ceux qui n'osent pas créer. Et c'est les mêmes personnes qui arrivent aussi à qualifier des gens de génie, mais seulement une fois qu'ils ont réussi. Avant ça, ils auraient été capables de les qualifier de fous, par exemple. En fait, si tu t'inquiètes de l'approbation des autres, tu deviens directement leur prisonnier. Il faut savoir se faire confiance et faire confiance à ses idées et oser avancer sans chercher forcément la validation extérieure. Ok, et qu'est-ce qu'on va voir du coup dans le prochain chapitre? Eh ben, on va parler de comment ajuster cette nouvelle version de nous-mêmes au monde extérieur et comment équilibrer l'expression de notre génie avec les attentes de la société. Ok, donc ici, on a appris à écouter notre voix intérieure, à jouer et à expérimenter pour libérer toute notre créativité. Et ben, j'ai hâte de voir comment on peut connecter tout ça avec le monde qui nous entoure. Chapitre 5. Interagir de manière significative avec le monde extérieur. Alors, comment est-ce qu'on fait pour s'engager avec le monde extérieur sans se laisser emporter par les illusions et les idées qui sont préconçues? Eh ben, la clé, c'est de questionner. Qu'est-ce qu'on considère comme des faits établis ?
Par exemple, on dit souvent que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé d'où vient cette idée? En fait, elle a été popularisée par le fabricant de céréales Kellogg's. Aujourd'hui, avec la quantité d'informations disponibles, c'est crucial d'adopter une posture sceptique, surtout face aux fausses informations qui se propagent si vite. Quand on cherche à s'engager avec le monde de manière authentique, c'est tentant de se tourner vers des guides ou vers des modèles qui sont déjà établis. Mais il faut faire très attention parce que même les figures les plus inspirantes n'ont souvent qu'une seule version idéalisée qu'elles partagent. Par exemple, Envy David Thoreau, un Américain qui était célèbre parce qu'il vivait seul dans une cabane au bord d'un étang, en fait, il recevait des pâtisseries de sa mère et dînait parfois chez un de ses amis juste à côté. Donc il ne faut pas forcément croire ou adopter à 100% tout ce qui a été dit ou fait jusque-là. Il faut aussi remettre en question ce qui a déjà été donné comme information fiable. Donc même les récits les plus emblématiques, ils sont souvent simplifiés. Comment est-ce qu'on peut naviguer dans tout ça sans se perdre? La première étape, c'est de ne pas tout prendre au pied de la lettre. Quand quelqu'un donne un conseil, il le fait souvent à partir de son propre vécu, à lui-même, qui ne correspond pas forcément au nôtre. Il faut chercher des perspectives multiples, il faut les utiliser pour adopter nos idées à notre situation. Par exemple, on admire Steve Jobs pour son succès après avoir abandonné à l'université. Mais est-ce que c'est une raison pour tout quitter et quitter l'université et espérer le même résultat? Non, pas forcément. Parce que pour chacun son succès. Il y a des centaines d'histoires qu'on ne connaît pas, des histoires de succès et des histoires d'échecs aussi. Donc en fait, il faudrait pouvoir, pour s'engager de manière significative, combiner une sorte de scepticisme et une sorte d'adaptabilité. Oui, c'est ça, c'est le mieux. Il faut toujours garder en tête que nos actions doivent refléter nos valeurs et notre chemin, pas une version idéalisée de ce que les autres ont fait. Et c'est précisément ce qu'on va explorer dans le dernier chapitre de ce livre. Comment atteindre une transformation complète en utilisant tout ce qu'on a appris jusqu'ici. Donc ici, on a vu l'importance de questionner, d'adapter les conseils et de chercher plusieurs perspectives pour interagir avec le monde de façon plus authentique. J'ai hâte de découvrir la transformation finale dans le prochain chapitre. Chapitre 6. Lâcher prise sur le futur pour embrasser pleinement le présent. Alors pourquoi est-ce que c'est si important de se détacher de nos plans qu'on a pour notre avenir? Parce que honnêtement, personne ne peut vraiment prédire l'avenir. Que ce soit un expert qui commente une pandémie ou un article sur les probabilités d'un crash d'avion avant un vol, même les prédictions les plus sophistiquées peuvent être fausses. Donc s'inquiéter pour des choses qui pourraient ne jamais arriver, c'est une perte de temps et d'énergie. Pour avancer dans la transformation, tu dois abandonner cette notion rigide de ce que ton futur devrait être. Avoir un objectif général, c'est bien, mais essayer de forcer les choses pour suivre un plan précis, c'est risquer de manquer des opportunités inattendues. La vie, elle ne fonctionne pas comme ça. Et ce qui est planifié, ça peut souvent s'avérer moins satisfaisant que ce qui arrive par surprise. D'accord, mais qu'est-ce qui rend si difficile le fait de laisser derrière soi une identité ou un plan auquel on tient? C'est difficile parce que finalement, c'est étroitement lié à ton identité propre. Si tu quittes une carrière en droit pour devenir un professeur, par exemple, tu peux te demander, est-ce que je suis encore moi-même si je suis plus avocat? Est-ce que ceux qui m'entourent peuvent mal réagir? Parce que ce changement leur rappelle leur propre stagnation. Mais c'est essentiel de se rappeler que si tu veux vraiment changer, il va falloir abandonner cet ancien toi. Ton génie, il ne peut pas s'épanouir si tu restes enfermé dans une version rigide de toi-même. Ok, donc lâcher prise, c'est ouvrir la porte à des nouvelles possibilités. Oui, c'est ça. Et pour vivre pleinement, tu dois accepter l'incertitude et laisser ton génie se développer sans les limites d'un futur qui va être figé. La transformation finale, elle arrive quand tu embrasses ton unicité et que tu laisses tomber ces notions préconçues qui t'ont freiné jusque-là. Ok, super conclusion. Donc ici, on apprend que lâcher prise sur nos attentes pour le futur, c'est une clé essentielle pour vivre de manière authentique et libérer notre potentiel.
Pour résumer, dans ce snap inspiré du livre Awakening Your Genius d'Ozan Varol, on a découvert que chacun d'entre nous est un génie. En examinant notre vie, nos valeurs et nos choix de manière sincère et en écoutant attentivement la vraie voix qu'on a à l'intérieur, on peut totalement se réinventer. Cette transformation, elle va nous permettre de devenir une version authentique de nous-mêmes et on va être capable d'interagir avec le monde de manière beaucoup plus significative. Merci infiniment à toi d'avoir écouté ce snap. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire ou une note. On apprécie toujours vos retours. À très bientôt pour un prochain snap.